Bonjour à tous et bienvenue à Presse Éco, votre hebdomadaire, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires et de débat sur les sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec nos chroniqueurs qui sont des hommes des médias, des analystes. Donc avec eux, nous revenons, nous faisons le décryptage, nous revenons sur le point chaud de l'actualité au plan national et international. Aujourd'hui, nous allons évoquer, comme vous le savez très bien, c'est la campagne. Nous allons parler de la campagne présidentielle qui est ouverte, mais également des éléments de l'Apidon, du sondage de l'Apidon. Le sondage Apidon, IRSOA, c'est l'Institut de recherche et de sondage Apidon qui a donc publié des intentions de vote, mais aussi de la crédibilité des concurrents politiques. Nous allons en parler avec mes invités. Et puis, second sujet, il sera question de la création du MODEM. MODEM, c'est le mouvement pour la démocratie créé par, en tout cas, on va dire, les démissionnaires de l'UPC, notamment Nathanaël Ouedraogo et le Poenaba. Nous allons revenir également sur ce sujet. Et puis, troisième sujet, il sera question de l'ANSIS, de l'insurrection populaire au Burkina, qui a été donc célébrée par un certain nombre d'acteurs. Nous revenons également sur ce sujet. Et puis, enfin, dernier sujet au plan international, c'est la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, où il y a eu une élection, donc hier, une élection, on va dire, émaillée de beaucoup de troubles, en tout cas parce que la désobéissance civile avait été lancée par l'opposition. Nous revenons avec mes invités sur ce sujet. Invités que je vous présente sur ce plateau, Maître Kielem Apollinaire de Tambela, il est donc avocat inscrit au barreau, il est président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Merci, Maître, d'être sur ce plateau. Et puis, Parfait Silga est journaliste et analyste. Merci Parfait d'être sur ce plateau. Et puis juste à la droite de Parfait Silga, Faustin Évariste Concebo, il est chroniqueur média, il est le président du cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme. Également, premier porte-parole du forum, qui est le Forum alternatif des citoyens. Merci Évariste d'être sur ce plateau. Et puis enfin, dernier invité, Kientga Blaise. Kientga Blaise est journaliste, anciennement directeur donc, de la télévision TVZ. Merci, il est également sociologue. Merci à Kientga d'être sur ce plateau. On vous dit également merci de nous prendre en marge. On va donc commencer ce débat-là avec un point qui concerne les élections présidentielles qui viennent de s'ouvrir. Un mot déjà pour l'ouverture de la campagne. Est-ce que le ton est bon ailleurs, on a vu qu'on rentre en campagne déjà avec beaucoup de soubresauts, beaucoup de tensions. Est-ce que déjà là, on peut estimer que le climat est bon, parfait? Je ne comprends pas. La campagne vient de s'ouvrir. Est-ce qu'on rentre avec des querelles comme on a vu en Guinée, en Côte d'Ivoire, un peu partout? Comment on rentre dans cette campagne au Burkina? Est-ce qu'elle est plus ou moins apaisée? Est-ce qu'on l'appréhende sous de bons auspices? Ou bien est-ce qu'il y a des frayeurs? Bon, en tout cas, quand on regarde comment les choses commencent, on ne peut pas dire qu'il y a des frayeurs. Tout ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'effectivement, les engagements que les acteurs politiques ont pris, qu'ils puissent effectivement les respecter. Bon, je parle du pacte de bonne conduite qui était imaginé par le Conseil supérieur de la communication. Il faut souhaiter que dans les actes et dans les paroles, les acteurs politiques puissent effectivement privilégier un certain nombre de valeurs, c'est-à-dire la tempérance, la promotion de la paix dans notre pays, parce que on fait 3 semaines de campagne, mais après on reste burkinabé, on va rester voisins. Il ne faut pas que les acteurs politiques puissent exacerber les tensions communautaires. Il ne faut pas que les acteurs politiques puissent malheureusement travailler à mettre les Burkinabés dos à dos. Donc je pense qu'il y a un certain nombre... Il faut appeler à la responsabilité de tous les acteurs politiques, de la société civile, pour que ces élections puissent se dérouler dans la paix. Et qu'effectivement les dirigeants qui vont être issus de ces élections-là puissent effectivement travailler à ce que les aspirations du peuple soient effectivement respectées. D'accord. Merci Parfait pour ce début de mots par rapport à notre sujet. Alors on va revenir rapidement à ce sondage de l'Institut de recherche et de sondage Apidon, qui n'est pas à son premier sondage. En 2015 aussi, il y a eu des sondages sur la perception de vote et des personnes, sur les candidats. Aujourd'hui, on a un sondage qui a été effectué au mois de septembre dernier, à peu près 5137, un échantillon de
de répondants, autour de 5137 personnes sur les 45 provinces. Et qu'on peut dire déjà, l'objectif c'était de mesurer un peu la perception et les préoccupations, les attentes, les intentions de vote des Burkinabés. On remarque que pour la crédibilité, Roch-Marc Christian Kaboré vient avec 32,2% en termes de crédibilité, Zéphirin Diabré 36,4%, Edi Kombo-Hugo 26,7%, Kadri Désiré Ouedraogo 19,6%, Yacouba Isaac Zida 13,3% en termes de crédibilité. Mais en même temps, on regarde en face, il y a des indécis par rapport à cette question-là. Pour le président Kaboré, on a 15% d'indécis qui ne sont ni d'accord, ni contre. Également, pour Zéphirin Diabré, on a 33%. Edi Kombo-Hugo 37%, KDO 44% et Isaac Zida 41,1%. Et Varis Konsebo, sur ces premiers chiffres de la crédibilité déjà des candidats, bon, sur les 13 bien sûr, on a quelques candidats ici qui ressortent. Je suis un peu embêté d'avoir à prononcer sur des chiffres. C'est vrai que j'ai parcouru le document. Ceci étant, je peux pas, si je dois donner, apprécier, ça sera par rapport à l'ensemble. Je ne peux pas me contenter de donner des appréciations uniquement sur des chiffres. D'abord, je note que c'est vrai, les sondages, c'est vrai, mais comme je l'ai toujours dit, les sondages ne sont jamais neutres. Les sondages, quand on les fait, c'est dans l'optique, dans le but très souvent aussi d'influencer l'opinion. Et la qualité aussi des sondages, sont fonction aussi notamment de la qualité des informations que l'on va recueillir. Il y a la méthodologie, il y a tout ceci qui peut donc permettre d'avoir des résultats assez fiables. Ceci étant, ce que j'ai noté comme ça, ci et là, j'ai noté effectivement certaines incohérences, notamment sur le document, qui, moi, m'amènent à prendre avec des sérieuses quand même réserves. D'abord, je note que le document fait référence justement à une structure ESOP, qui est soi-disant un institut donc, de sondage qui avait été créé dans les années 90, si ma mémoire est bonne, et qui a été dissoute. Cette structure avait été créée par le professeur Guéda Jacques, Salvador Kimse-Yinga et je pense Idrissa Ouedraogo. Je ne sais pas s'il s'agit donc de cette structure. Donc, voyez-vous, d'entrée déjà, quand on fait référence dans un document assez sérieux, à des structures qui n'existent pas, ça crée quand même le doute. Du point de vue intellectuel. Mais la référence concerne quoi? Puisque là, c'est IRSOA qui fait son sondage. La référence est à quel niveau? Non, c'est que la structure est associée, est supposée être associée donc à la production donc, du travail. C'est ça que je dis que ça amène quand même à prendre, sous réserve, je ne sais pas, mais ce que je sais en tout cas, ça fait que ça amène des doutes. Maintenant, sur le plan intellectuel, c'est vrai que quand on regarde les statistiques, c'est vrai que quand on fait des sondages aussi, il y a des cohérences, il y a des logiques. Et à un moment donné, on est perdu. D'abord, la proportion très très élevée d'indécis. Et ça traduit quand même des problèmes. On ne peut pas donc affirmer avec certitude. Notamment quand on regarde, vous avez avancé des statistiques, par exemple, une des contradictions, je cite 2 ou 3 contradictions. La confiance au niveau du gouvernement est au-dessus de 50, 54,2. Et quand on regarde, par exemple, parmi les enquêtés, ceux qui disent n'avoir pas eu leurs préoccupations prises en compte durant donc, le mandat, ils sont à 52%. Donc vous ne pouvez pas faire confiance et en même temps dire qu'on ne prend pas en compte vos préoccupations. Ça, c'est un exemple d'incohérence. La crédibilité, vous l'avez bien dit. Je prends par exemple le cas concernant le candidat Zéphirin qui, au titre donc de la crédibilité, de la fiabilité, il est crédité à 36%, 36,4%, contre donc celui qui vient en tête à 32%. Et dans les intentions de vote, on le retrouve dernier. Donc, vous voyez, bon, je ne sais pas, peut-être que dans les jours à venir... Dans les intentions, le président Zéphirin Diabré à 36,4% en termes de crédibilité. Ouais. Il dévance même le président du Faso qui en a 32. Ouais, mais dans les intentions de vote, il a 10,47, ce qui vient même derrière. Donc, bon, voyez, peut-être que les sondeurs vont peut-être dans les jours à venir apporter des explications. Parfait, Sylvain. Bon, je pense que il faut remarquer que en 2015 déjà, cet institut avait déjà fait un sondage. Tout à fait. Voilà. Et quand vous lisez le document qu'ils ont produit cette année, les résultats du sondage qu'ils ont produit cette année, ils ont pris le soin de montrer la différence, c'est-à-dire que entre ce qu'ils avaient prédit et ce qui s'est réalisé. Donc,
ils ont pris le soin de dire, bon, voilà l'écart qu'il y a eu entre les chiffres qu'ils avaient prédits et les chiffres à l'issue des élections. Et donc, en 2020, ils remettent encore un sondage. Et donc, je pense que c'est le deuxième exercice pour cet institut. Et certainement, ils ont pris en compte les critiques qui avaient été faites. Parce que vous savez que, de façon générale, ce qui est reproché au sondage, c'est qui est derrière l'Institut. Oui, mais bon, même si on le dit, il y a des chiffres. On va parler sur la base des chiffres qui sont là. Ici, par exemple, on regarde le président Kaboré en termes de crédibilité en a 32, contre le chef du fil de l'opposition qui a 36, Edi Kombego qui a 26, Kadri Désiré qui a 19. Quand on regarde ça quand même pour un chef de l'État qui est sortant et qui est candidat avec 36, qui est crédité de 32%. Oui, quelle est la logique? En tout cas, quand on regarde, si on doit poser la question, c'est de demander quelle est la logique entre la crédibilité et les intentions de vote. Est-ce qu'il y a un lien entre crédibilité et intention de vote? Donc, ce sera le questionnement qu'on va poser. Quelle était la logique, en fait, pour qu'on puisse arriver à ça? Peut-être qu'ils peuvent donner... Le téléspectateur veut comprendre qu'est-ce que Parfait Siliga pense, par exemple, quand le président du FASO a, sur une échelle de 100 à 32, en termes de crédibilité, c'est quand même important. Le crédit du chef de l'État ou le crédit d'un candidat, c'est important. Non, moi, je n'ai pas d'opinion. Je n'ai pas réalisé ce sondage. Moi-même, je cherche à comprendre. Pour moi, il est important que, par exemple, cet institut nous dise, est-ce qu'il y a un lien entre la crédibilité et l'intention de vote? On verra tout à l'heure ce que l'intention de vote dit. Est-ce que l'intention de des chiffres également. Est-ce que l'intention de vote, c'est-à-dire le pourcentage de l'intention de vote là, est relié à la crédibilité de la personnalité? Bon, peut-être qu'ils peuvent répondre à la question. Maître, on est dans le débat sur les chiffres. On fait parler les chiffres ici. Le président du FASO a 32% en termes de crédibilité. Oui, là, je pense qu'il fait mieux que Zéphirine Diabré. Mais Zéphirine Diabré a 36%. Zéphirine Diabré est dans l'opposition. Roch gouverne. Et généralement, quand on gouverne, on reçoit beaucoup plus le choc de l'opinion que quand on est dans l'opposition. Quand on est dans l'opposition, on peut parler comme on veut. On ne gère pas le pouvoir. Et celui qui gère le pouvoir fait face aux réalités quotidiennes. Donc, généralement, ce n'est pas ici selon Burkina Faso, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, etc. Celui qui gère a toujours moins de crédibilité par rapport à celui qui est dans l'opposition. Jacques Chirac, actuellement, est vu comme étant l'un des grands présidents de la France. Il y a une opinion qui l'apprécie, etc. Mais quand il gouvernait, là, il fut des temps où il avait moins que ça en crédibilité, au moment où il était au pouvoir. Donc, quand on dit crédibilité, est-ce qu'il s'agit de la cote de la personne, il s'agit de la légitimité? C'est la cote de popularité. Est-ce qu'il s'agit des valeurs intrinsèques de la personne? C'est la cote de popularité. Tout ça fait partie de la cote de la popularité. Voilà, tout cela fait partie. D'abord, moi, je voudrais me poser certaines questions. Parfait a soulevé le problème parce que les mêmes instituts ont fait des sondages lors des élections passées. Je voulais qu'on confronte les résultats pour voir quel a été finalement, les conclusions, voilà, par rapport aux élections passées. Finalement, est-ce qu'ils ont eu raison, est-ce qu'ils n'ont pas eu raison? Les élections passées, ils ont eu raison. Et deuxièmement, les élections passées, ils ont eu raison pratiquement. Et deuxièmement, ce que je voudrais savoir, moi je me pose même la question sur la fiabilité des prétendus sondages dans un pays comme le Burkina Faso, où 80% sont analphabètes. Crédibilité, vous traduisez ça en Moré comment? Ou bien en Gourunsi, ou bien en Samo. Comment vous allez traduire ça dans la langue des gens et savoir ce qu'ils ont voulu dire? Ça voudrait dire que, sans doute que ces sondages-là se sont adressés à une frange, à une minorité de la population qui sait lire et écrire, qui comprend le français dans sa subtilité, alors que l'essentiel de la population burkinabé est analphabète, ou alors comprend à peine les termes français. Donc, crédibilité là, qu'est-ce qui les a amenés à faire comprendre ça aux sondés pour qu'ils puissent donner son point de vue là-dessus? C'est ça même le problème. Donc, la base du sondage... Ça voudrait dire que si la façon de faire l'échantillon, si ça ne concerne que des instruits, donc le fait que ce soit des instruits, ça ne compte pas dans l'opinion? Qu'est-ce que ça fragilise la base. Il faut forcément que ce soit toutes les composantes. Il faut voir quels sont les plus nombreux dans le vote. Quel est l'électorat le plus nombreux? C'est eux qui comptent le plus. Vous savez, par exemple, si vous prenez le cas du Cameroun, il y a beaucoup de Camerounais qui sont dans la diaspora, qui s'agitent, etc. Mais Paul Biya a dit que lui, il ne se préoccupait de ces gens parce qu'ils ne votent même pas.
Hein? Ils s'agitent, ils sont là, que Paul Biya doit partir, etc. Alors que le jour du vote, ils n'ont même pas voté. Donc les gens ne s'intéressent pas à eux. Les intellectuels sont ici, au Burkina Faso, ils s'agitent, ils font tout. Alors que très souvent, ils ne vont même pas voter. Mais dans les campagnes, les gens vont en masse voter. Hein? Donc c'est ça qui compte le plus. S'adresser, n'est-ce pas, à une frange intellectuelle qui comprend les subtilités de la politique, qui donne son avis, c'est tout à fait différent que de toucher la base même de l'électorat. Donc moi, la question que je me pose, comment ils ont fait pour toucher la base de l'électorat et savoir quelle est son appréciation par rapport aux questions posées. Ouais, parfait. Tout se trouve dans le document. Hein. C'est-à-dire sur les 5000 sondés, je pense. Hein. C'est un échantillon de 5000 personnes qui ont été sondées. Oui. Et donc, il n'y a pas seulement des gens qui parlent français, qui sont en ville. Je pense qu'on a pris en compte un certain nombre d'éléments, hein, de critères. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont en ville, ce sont des gens qui sont en campagne. Donc, c'est pour répondre un peu à votre préoccupation. Oui, mais comment exprimer ces termes-là dans la langue des gens? Hein, crédibilité, confiance, etc. Comment ils ont traduit ces mots-là sans que ça ne soit biaisé pour que les gens puissent comprendre et répondre? Est-ce que ce n'est pas une interprétation qu'ils ont faite par rapport à la compréhension des gens? C'est ça aussi la question se pose. On va passer la parole à Kitga qui va un peu répondre à cette question de la langue qui pourrait aussi peut-être jouer en défaveur ou en faveur des différentes questions au niveau des sondages et puis évidemment sur l'analyse que tu fais sur la crédibilité ici des différents candidats. Ok, merci. Ça pour dire d'abord que, d'abord même, on parle de définition de concept. La crédibilité, c'est quoi? On met quoi dans le concept de la crédibilité? Et comme Maître l'a dit, je pense que quand on gère le pouvoir d'État, on n'a pas les mêmes, en tout cas, apprécier ceux qui gèrent le pouvoir d'État et ceux qui sont dans l'opposition. Pour moi, c'est comparer un gardien de but à quelqu'un qui joue le milieu de terrain sur un certain nombre de plans. Je pense que il y a comme Maître l'a dit, les questions même de crédibilité dans les langues locales. Je me dis que ce serait un peu difficile pour avoir mené un certain nombre d'études socio-anthropologiques, mais également des questions de statistiques. Comme je le disais, Twins aime dit qu'en matière de chiffres, tout est possible et rien d'impossible. C'est pour dire que moi, j'ai vu ce sondage-là. Contrairement au sondage de 2015, ici, les mécanismes, le processus de collecte donc, des données était un peu différent. Voilà, un peu différent parce que tout simplement, si vous regardez, quand elle parle d'indécision, l'indécision, c'est en même temps, déjà ne peut pas avoir des taux de crédibilité élevés et en même temps, l'indécision par rapport, n'est-ce pas, donc à l'opinion qu'on pourrait donner sur eux soit relativement bas. Pour moi, il y a un petit problème à ce niveau-là. Je n'arrive pas à très bien comprendre. Mais maintenant, je pense que de façon globale, Apidon, effectivement, par le biais de ces structures-là, effectivement, est spécialisé dans ces sondages-là. Et de temps en temps, en tout cas, au-delà même de ces études sur des questions électorales, ils mènent en tout cas un certain nombre d'études. J'ai eu la chance quand même de collaborer avec eux. Et je sais que rarement, en termes de sondage, ils n'arrivent pas à faire du travail de qualité. Mais maintenant, c'est dans un contexte de campagne électorale, ces chiffres-là et ces données-là, ça révèle quoi concrètement? Parce que ils disent bien la perception des gens. Ici, c'est la perception, comment les gens pensent que tel candidat est crédible, sa crédibilité. Et sur le plan politique, je suis d'accord que c'est évolutif. On va par exemple parler du crédit de Apidon lui-même. En 2015, on a vu le dernier, le sondage de novembre 2015, donc disons avant les élections justement. Ils avaient crédité le président Kaboré de 45,20%. Zéphirin Diabré de 24,55%. On voit qu'au sortir des élections, le président Kaboré a fait plus 8 parce qu'il avait eu 53, et quelques, et Zéphirin Diabré a fait plus 3 parce qu'il avait eu 27, et quelques. Donc ça dit quand même qu'il y a une certaine crédibilité qu'on peut accorder à ces chiffres-là. Ben justement, il y a ça, mais il faut aussi tenir compte du fait qu'on n'est pas dans le même contexte. Il y a une évolution de
de la dynamique interne même du point de vue de l'organisation des partis politiques, etc. Et on voit aujourd'hui une floraison donc, de partis mouvanciers. Ça peut changer la donne. Et on sait aussi que l'électorat, pour ce qui est des législatives, c'est essentiellement aussi des questions de personnes. Ce n'est pas des questions de projets de société, c'est des questions de personnes, c'est des questions de moyens financiers qu'on va injecter et tout ça. Et donc, on peut se dire qu'on n'est pas dans le même contexte. Mais qu'à cela ne tienne, on peut quand même dire que ces chiffres-là peuvent donner, n'est-ce pas, un aperçu de comment est-ce qu'on peut s'attendre par rapport au processus électoral. Oui. Je voulais dire, dans tous les pays du monde, les résultats des sondages sont scrutés à la loupe. Et même si on a le meilleur institut de sondage, il faut être sûr que les résultats seront soit acceptés par un camp ou bien refusés, parce que évidemment, il y a des gens qui sont contents, qui sont heureux de voir que leur champion est en tête. Et il y a d'autres qui sont mécontents, qui vont forcément dire que non, ce n'est pas un institut sérieux. Donc, c'est-à-dire que les résultats, même si nous avons en face de nous l'institut le plus sérieux au monde, les résultats seront toujours soit contestés, soit appréciés, soit applaudis. Donc ça, c'est la logique qu'on voit. Évariste, vous voulez dire quelque chose? En fait, je n'ai pas développé un peu ce que les gens ont développé pour ne pas faire long, mais moi, je maintiens que les sondages ne sont jamais neutres. C'est parce que ça, je le note. Je sais aussi qu'il faut relativiser par rapport au contexte et à la qualité des informations, ça je l'ai dit aussi, mais ce qui révèle, le fait révélateur en fait de ce sondage-là, c'est qu'il y aura un second tour. Oui, on allait juste en arriver là avec les intentions de vote. Là également, on a des taux qui sont sortis. Roch-Marc Christian Kaboré, 42,77%, crédité de 42,77% d'intention de vote. Eddy Kombo-Hugo, 10,58%. Zéphirin Diabré, 10,47%. Désiré Kadri Ouedraogo, 3,37%. Et Isaac Zida, 1,69%. Bon, on a pris les 5 premiers, ou sinon, tous les candidats ont été donc passés à la loupe. Alors, quand on regarde ça ici, le président Kaboré, 42%, et suivi de Eddy Kombo-Hugo, 10,58%, Zéphirin, 10,47%. Quel commentaire vous faites là déjà? Le président Kaboré qui a 42%, qui, dans la crédibilité, qui a moins que les autres, et là, il se retrouve à 42%, et tout de suite, l'opposition traîne avec 10%. Est-ce que vous trouvez ça quand même... Est-ce que ça reflète la réalité selon vous? Évariste Conseil. Mais je suis embêté d'avoir me prononcé sur des chiffres. C'est vrai qu'on a dit qu'il y a une méthodologie et tout, mais n'empêche quand même que c'est une communication politique avant tout. C'est de bonne guerre. Moi, je ne suis pas un, comment dirais-je, je ne regarde pas ça avec les mêmes yeux que citoyen ordinaire. Je regarde aussi, je sais qu'il y a des enjeux. Il y a des enjeux, sinon ce n'est pas maintenant, à la veille de l'ouverture, qu'on nous balance ça. Et je sais aussi, je ne suis pas naïf. Je sais, on va me dire, oui, peut-être que je fais dans les complotites, mais pour moi, c'est vrai, on a fait l'audit du fichier, on peut dire que tout est nickel, mais je vous souviendrai qu'en Guinée, en Guinée, on a fait aussi l'audit de fichier, mais allez-y voir. Hein. Une élection, c'est pas... Il y a aussi les compilations, les modes de compilation qui sont très, très importants. Donc, tout ça, nous sommes dans la grande manipulation, tout est possible. Donc, moi, je ne peux pas vous dire que ça va configurer la réalité ou pas. Non, pour répondre à ce qu'il dit, moi, je dis, si Évariste a des éléments pour nous dire que effectivement le sondage il a des éléments sur ceux qui ont non je ne parle pas des réserves. En fait vous n'avez pas voulu le dire, mais vous avez parlé de complotite quand même. Donc si vous avez des éléments pour prouver que par exemple l'institut de sondage est relié à tel ou tel candidat, il faut peut-être le mettre sur la table. Sinon a priori, on ne peut pas dire que c'est un institut qui est relié. Ce n'est pas la date de la publication des résultats de sondage qui peut être important. En 2015, c'était en novembre. Donc, je pense que... Parfait, Sylvain. Quand on regarde aujourd'hui la situation, on fait une analyse froide et très proche de la réalité au Burkina. Oui. Est-ce qu'on pense que l'opposition, le CDP et l'UPC viendraient avec 10%? Mais c'est des personnes qui sont créditées à plus de 26% ou près de 30% de crédibilité de leur personne et qui récoltent 10% contre 42% pour le président sortant. Est-ce que ça ne reflète pas un peu quelque chose de quoi? Non, mais je veux dire quelque chose qui étonne peut-être.
Non, ce sont des résultats de sondage, c'est une perception qui a D'accord. été développée. Mais ce qu'il faut juste dire, il faut attendre de voir entre la perception qui est donnée dans ce sondage-là et les résultats définitifs, quelle sera la marge que chaque candidat va atteindre. Parce que là, vous aviez dit tout de suite, il y a eu une marge de 8% pour le président Kaboré. En 2015, il y a eu une marge de 3 points pour le président Diabré en 2015. Bon, attendons de voir si cette fois-ci, les choses vont évoluer dans le même sens. Par rapport aux marges d'erreur, les instituts sérieux, normalement, et je pense à Ipsos France en France, quand ils font les sondages, l'écart c'est moins 0,5 ou 0,5. Quand on est à 8, alors là, il faut se poser des questions. Parce qu'il y a des seuils de tolérance. D'accord. Quelqu'un sur ces intentions de vote, le président Kaboré 42, il dit qu'on vous dit, on parle de l'écart ici. Est-ce que réellement on peut penser que l'opposition est aussi faible au Burkina pour traîner à 10% face au président Kaboré? Quand on regarde un peu l'écart. Non, par rapport justement à ça, moi je ne suis pas totalement d'accord parce que je pense que il y a l'attitude et puis il y a le comportement. Il y a la perception. Je donne mon avis par rapport à quelque chose, mais quel sera le geste que je vais poser lorsque je serai dans les urnes? Ça, c'est carrément différent. Et donc, je pense que, et puis aussi, il faut le rappeler, le contexte a évolué et on est en compétition électorale. Il y a des gens qui vont, vous avez vu les vagues d'émissions des dernières minutes, que ce soit de l'opposition pour aller à la majorité, que ce soit de la majorité pour aller à l'opposition. Et on sait aussi qu'au niveau du processus électoral, il y aura forcément des militants qui vont faire des revirements spectaculaires de 90 degrés ou je ne sais quoi pour aller encore dans d'autres partis politiques. Et les acteurs politiques aussi vont essayer de convaincre les uns les autres à pouvoir porter le choix sur eux. Donc je pense que par rapport à cette marge, je ne crois pas que l'opposition soit aussi faible pour avoir une note de 10. Mais qu'à cela ne tienne, ce sont des statistiques et ce sont des gens qui ont donné leur point de vue. Et on peut s'en tenir à ça. Mais il est à retenir qu'entre l'attitude et le comportement, il y a un écart. D'accord. Maître? Oui. C'est toujours les chiffres, hein. On essaie de faire parler les chiffres ici. On voit qu'il y a un écart abyssal entre le président du Faso candidat et l'opposition. On revient aux réserves que j'avais formulées dès le départ, à savoir, n'est-ce pas, l'assiette même du sondage. Sinon, par rapport à ces résultats, moi, je ne vois pas d'inconvénient. Hein. J'ai dû dire ici même que la possibilité même d'un coup KO est possible pour les MPP. Je l'ai dit ici. Et donc, ça, que Marc-Christian Kaboré soit crédit à 42%, ça ne me surprend pas. Mais est-ce que là aussi, on ne peut pas accuser le fait que ce soit des intellectuels à Ouagadougou qui aient... Oui, c'est possible. Les lettrés qui aient répondu et que c'est la masse qui vote n'a pas répondu. Non, ça c'est fort probable. Mais moi, ce que je dis, c'est mon impression personnelle. Je parcours le pays. La semaine passée, par exemple, vous m'aviez invité, je n'étais pas là, j'étais dans l'arrière-pays. Je vois le sentiment des gens et je vois ce qui se passe dans mon quartier. C'est pour ça que je dis. Et donc, il ne faut pas confondre une chose. L'agitation n'est pas l'électorat. Vous avez des partis qui s'agitent, qui font tout, etc., alors qu'ils n'ont pas d'emprise sur l'électorat. On a vu l'élection en 2015, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont cru qu'ils allaient remporter l'élection parce qu'ils étaient ceci, ils étaient cela. Et quand il y a eu les résultats, certains sont tombés dans le coma. D'accord, mais quand on regarde un peu, prenons les choses sur les chiffres. Le CDP vient avec 18 députés à l'Assemblée nationale, ce n'est pas rien, troisième force politique. L'UPC vient avec 33 députés à l'Assemblée nationale, deuxième force politique. Et le président Zéphirin vient avec 27% à l'élection présidentielle. Et subitement, aujourd'hui, Monsieur Loukman, vous vous trompez. Avec 10%. Parce que l'UPC n'a pas 33 députés. De ces 33, beaucoup sont partis. Beaucoup sont partis. Hein? Et donc, c'est pour dire que l'assise que l'UPC avait à l'issue des élections de 2015, ce n'est pas sûr qu'elle aura la même assise. Voilà. Et même le CDP, il y a eu le temps. Roch a gouverné. Il est au pouvoir, il a le pouvoir de nomination, il a le pouvoir de payer, etc. Donc, beaucoup de gens, il a eu beaucoup d'acquis, même des gens du CDP qui, sans doute, l'ont rejoint. Et quels que soient les carrières désirées, etc., moi, je comprends, c'est charmant, etc. Mais quelle emprise ils peuvent avoir? Donc, il faut savoir que nous sommes dans un pays, n'est-ce pas, où pour les paysans, pour la majorité des Burkinabés, c'est la légitimité. Le chef, quand on l'élit, tant qu'il est là, c'est lui le chef. Vous avez vu. D'accord. Voilà. Et c'est ce que Blaise Compaoré avait compris et qui voulait chaque fois, n'est-ce pas, aller au vote parce qu'il savait qu'il serait élu. D'accord. Donc nous sommes dans un contexte, n'est-ce pas, de légitimation pour la majorité des populations. Donc quand le chef est là,
tant que le chef n'est pas mort, s'il se présente, c'est lui qu'on prend. D'accord. Merci. Au regard de tout ça, au regard de tout ça, est-ce que on peut aujourd'hui encore dire qu'il y aura un coup KO? Est-ce que, au regard des chiffres que nous avons aujourd'hui, il n'est pas plus sûr que le Burkina va connaître un deuxième tour à cette présidentielle? Avant de répondre à la question, justement pour relativiser, parce que je pense qu'il n'y a pas eu tellement... Les démissions, en fait, n'ont pas dû impacter les résultats parce que le sondage était bouclé en septembre. Or, si je me souviens bien, les vagues de démissions ont commencé bien plus tard. Après. Maintenant, non, moi je l'ai dit ici, statistiquement, démographiquement et mathématiquement, on ne peut pas faire un coup KO. On a eu à le débattre ici avec des éléments tangibles. Mais là, le sondage est... Mais le sondage vient... Moi, je dis la seule information qu'on peut regarder, c'est qu'eux-mêmes ils semblent en fait corroborer en fait ce qu'on dit. Un coup KO n'est pas possible. Voilà. Ketka? Quand on regarde le sondage, à la limite, un coup KO, ce n'est pas possible. Tel que c'est fait, c'est envisager un deuxième tour. Ah oui? Qui serait la meilleure hypothèse. Oui, ce serait la meilleure hypothèse, mais comme je l'ai dit, quand vous regardez aussi les partis politiques qui ont, en termes d'animation de la vie politique, les partis politiques qui ont un fort maillage du territoire sont assez faibles, en dehors du CDP, du PC et de 2 ou 3 autres partis politiques. Je ne vois pas au niveau de l'opposition, en tout cas, un maillage suffisant du territoire. Et puis, il faut savoir aussi que le contexte sécuritaire aussi va beaucoup bouleverser les choses, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens même qui, s'ils avaient eu la chance même de participer donc à ce sondage-là, je crois que en fait, ça allait changer beaucoup de choses, parce qu'il y a des déplacés internes. Et voilà, quel est leur avis, quel est leur... Oui, d'accord, là c'était vraiment l'avis, la perception, mais on est en train maintenant d'évoquer la probabilité du second tour, du premier tour, parce que le débat est là. Le parti au pouvoir dit un coup KO, l'opposition dit second tour. Là, on a des chiffres d'un sondage qui pratiquement confirment l'hypothèse du second tour. Oui, avec les dernières vagues de démission, moi je suis pas sûr qu'il y aura un second tour. D'accord. Maître? Oui, c'est ce que j'ai tout dit. La possibilité d'un deuxième tour existe aussi. Tout dépendra, n'est-ce pas, des acteurs politiques, du contexte, etc. Mais la possibilité d'un coup KO existe aussi. Parce que quand on regarde en face, les partis de l'opposition ne pèsent pas si lourd que ça. Donc, ils font beaucoup de bouquins, etc. Mais au point de vue maillage, ancrage dans les territoires, je ne vois pas. Mais quand on dit que les partis politiques de l'opposition ne pèsent pas, je voudrais qu'on revienne quand même à 2015. Quand même, les résultats de 2015 sont là. Le CDP a 18 députés qui sont toujours députés du CDP. 2015 et 2020, il y a 5 ans qui se sont écoulés. Mais aucun député n'a bougé au CDP. Ils sont toujours là. Mais monsieur Loukouma, est-ce qu'on peut regarder ces est-ce que vous êtes sûr que tous ceux qui avaient voté pour est-ce que vous êtes sûr que tous ceux qui avaient voté pour ces députés-là voteront encore pour eux? Je vous ai bien expliqué que depuis le Roch-Marc Christian Kaboré et les MPP, ils sont au pouvoir. Ils ont les attributs du pouvoir. Ils ont le pouvoir de nomination. Ils ont tout. Et donc, ils peuvent même laisser les députés comme ça et puis nettoyer la base de ces députés-là, de telle sorte qu'ils ne prennent plus grand-chose. C'est la raison pour laquelle on fait des élections tous les 5 ans, pour voir si tu as toujours la légitimité, la représentativité par rapport à ce que tu croyais être. Donc, il y a des députés qui sont toujours là, mais qui n'ont plus rien dans leur base. On a coupé leur base. Donc, c'est pour ça que l'élection va venir et redistribuer les cartes. Et, sans oublier que y a des candidats, même s'ils ne représentent pas grand-chose, qui s'étaient présentés en 2015, mais qui aujourd'hui soutiennent Roch-Marc Christian Kaboré directement. Et il y a le parent, vous avez le Saran Sérémé, etc. Et donc, tout ça, ça renforce le camp du MPP. Est-ce que vous avez... Alors que, en fait, c'est important, je voulais dire quand même, parce qu'en 2015, s'agissant des présidentielles, je pense qu'intellectuellement, il faut être honnête de dire que si le CDP avait eu un candidat, la donne aussi pouvait être autre. Voilà. Ça, il faut le dire, parce qu'on fait comme si le CDP avait eu un candidat à la présidentielle en 2015. Voilà. Parfait. On voit aussi que, par exemple, sur la situation des répondants, selon leurs attentes, les satisfactions, en termes de satisfaction, 52%, 48% de non satisfaits, quand même, c'est beaucoup pour pouvoir peser dans l'intention de vote. Moi, je repars sur les résultats de ce sondage-là en 2015. Et on arrive à la fin, au résultat réel de l'élection. Il y a des écarts
entre les résultats de sondage et puis les résultats de l'élection. Donc, en 2020, ce scénario est encore possible. C'est-à-dire que le scénario du coup KO est fort possible, comme Maître l'a dit. Donc, il ne faut pas exclure quelque chose. Je l'ai déjà dit ici, on peut dire mathématiquement, statistiquement, un coup KO est impossible, mais au résultat des élections, mais vous allez voir ça arriver. Donc, au stade d'aujourd'hui, là, je pense qu'il n'est pas, enfin, pour moi, il n'est pas prudent de dire que le coup KO est impossible, parce que ce serait comme préparer des esprits à dire que s'il y a un coup KO, il y a par exemple fraude ou bien il y a eu des manipulations. Pour moi, une élection... Mais pourquoi on ne dirait pas aussi pour la même chose? Pourquoi dire forcément que... Non. C'est aussi pareil. C'est pareil pour le second tour. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Okay. J'ai dit, si on dit mathématiquement, statistiquement, le second tour le coup KO est impossible, c'est préparé. Mais là, on a un sondage donc, qui dit le contraire. On a un document scientifique, c'est des chiffres. Est-ce que sur cette base-là, est-ce que si on doit faire les hypothèses, est-ce qu'une base où c'est un sondage qui est un instrument scientifique, est-ce que sur cette base, on ne peut pas mieux dire les choses et ne pas penser que l'hypothèse plus plausible ici, c'est qu'il n'y a pas de premier tour, il n'y a pas de... Vous avez parlé d'hypothèse. En 2015, il y a eu la même hypothèse et il y a eu un écart de 8 points. D'accord. OK? Cette fois-ci, c'est encore une hypothèse et il est fort probable qu'il y ait des écarts. C'est fort possible. Donc j'ai dit, que ce soit le second tour, que ce soit le coup KO, c'est deux possibilités qui s'offrent à cette élection 2020. Pour moi, il ne faut pas dire que l'une des possibilités est impossible. Mais ce que les téléspectateurs veulent aujourd'hui, oui. Chacun sait que soit on est premier tour, soit on est deuxième tour. Les téléspectateurs veulent que vos analyses leur permettent de cerner quelque chose de réel aujourd'hui. Il y a un document qui dit que... Et moi, mon analyse, c'est de dire que, comme en 2015, il y a eu un écart entre les résultats des sondages et les résultats réels, en 2020, on peut avoir la même chose. C'est ce que j'ai dit. D'abord, deux observations. Première observation, je dis qu'en matière de sondage, il y a des seuils de tolérance. Et on a bien vu les écarts ici étaient hors des standards de seuil. C'est un. De deux, vous ne pouvez pas comparer la situation pour les élections présidentielles de 2015 et celle de 2020. En 2015, le CDP n'a pas eu de candidat. Or, en 2020, le CDP a bel et bien un candidat. Donc, les données ne peuvent pas être les mêmes. Mathématiquement, sociologiquement, et comme vous voulez encore, voilà, c'est ce que je dis. Kedgar la parole. On va pas... C'est pas des pronostics que vous faites, hein, c'est des analyses. Il faudrait mettre du contenu pour que les gens puissent percevoir réellement de quoi il s'agit. Ici, on a un document, c'est un sondage qui nous montre que là, sur ce plan-là, il n'y a pas un coup KO, c'est un deuxième tour qui arrive. Donc, il faudrait aussi qu'on puisse avoir vraiment des éléments dans cette discussion-là. Oui, parce qu'effectivement, par rapport aux sondages, quand on regarde les sondages, ça veut dire qu'on se dirige vers un second tour. Maintenant, entre ces sondages-là et la dynamique actuelle des organisations politiques sur le terrain de la campagne, il faut dire qu'il y a une question qui est très essentielle. Je suis d'accord qu'en 2015, le CDP n'avait pas que le CDP, même la NAFA n'a pas présenté de... L'ADF-EDA. Donc, il y avait, alors que ce sont des partis politiques, bon, en dehors de la NAFA, le CDP et puis l'ADF-EDA, quand même, ils ont une certaine... Et Tahirou Barry, par exemple, qui est arrivé troisième, qui est là, qui a 3%, qui est crédité de 3% d'intention de vote. Voilà. Donc, c'est pour dire que je suis d'accord que si on regarde ces sondages-là, on se dirige vers un second tour. Mais maintenant, la réalité est tout autre. Hier, je discutais avec environ trois responsables de collectivités qui sont, par exemple, du parti au pouvoir, mais qui aujourd'hui sont en train de faire un revirement spectaculaire vers d'autres partis politiques parce que, justement, à l'interne, au niveau donc de la dynamique interne du parti, il y a des gens qui sont frustrés. Et comme Maître l'a dit, aujourd'hui, le MPP a eu le temps d'avoir l'appareil d'État. Et vous savez comment la promotion se fait dans l'administration publique. Vous savez comment est-ce que on ne fait pas les conseils des ministres chaque semaine parce que justement, on veut résoudre forcément des problèmes. Mais c'est parce que justement, il faut nommer des gens qu'on n'avait pas nommés, il faut positionner des gens, etc. etc. Donc, c'est tout ça qui fait qu'on peut se dire qu'en matière d'assises matérielles, en matière d'assises financières, le MPP a tous les moyens
aujourd'hui de se permettre un coup KO parce que justement... J'ai l'impression que vous ne prenez pas en compte ici le sentiment de satisfaction et d'insatisfaction des populations. Est-ce que les populations sont aussi satisfaites, comme vous le dites? Les nominations, ça concerne ceux qui sont, qui sont cadres agents publics, les populations qui ont besoin d'eau, qui ont besoin tout simplement de sécurité et autres là. Est-ce que ce sont des nominations qui peuvent les influencer dans leur choix, par exemple? Vous n'avez pas vu les tournois de Maracana qui ont été organisés ces derniers temps, justement par rapport à la note du CSC qui est sortie. Vous n'avez pas vu comment on a reconverti la campagne politique en parrainant des tournois de Maracana, et un seul fonctionnaire positionné de l'administration publique retourne dans son village pour battre campagne pour le parti qui l'a permis de s'asseoir. Très rapidement. Non, M. Saorgo, juste un rectificatif. Parce que vous avez tendance à insister pour dire que les sondages, c'est un document scientifique. Non. Ce n'est pas une science exacte, les sondages. Moi, c'est comme un Gallup, qui est le premier mais en quoi fondé. est-ce que ça lui enlève son caractère de science? Non, même si ce n'est pas exact. Toutes les sciences ne sont pas exactes. C'est une science humaine. Par exemple, en mathématiques, tant que vous êtes sur cette terre-là... Je dis que c'est un document scientifique. Même que ce ne soit pas une science exacte, ça reste une science. C'est ce que je voulais dire. C'est une science approximative. D'accord. Voilà, okay. C'est ça le premier point. Donc on ne peut pas mettre ça sur le même plan, n'est-ce pas, que la physique, la chimie, les mathématiques, etc. Non, c'est une science humaine, donc une science approximative. Par exemple, en sciences politiques, par exemple, il y a beaucoup de gens qui dénient la connotation des scientifiques à la politique. Est-ce que vous avez vu? Or, les sondages, ça relève de la science politique. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, n'est-ce pas, c'est pour dire que vous savez, par exemple, le MPP a eu le temps, n'est-ce pas, de faire un maillage nécessaire. Et vous avez des partis qui s'agitent, etc. Mais si on veut voir, par exemple, les partis de l'opposition à l'heure actuelle, parce que quand on le dit, vous pensez qu'ils peuvent faire 50%? Quand on dit que le MPP a maillé le terrain et que le CDP, l'UPC, est-ce que vous avez quand même des éléments pour nous le dire concrètement? Non, quand combien de sections, combien de comités? Non. Le CDP qui a fait 27 ans au quand pouvoir n'a pas pu avoir tout ça. Quand je parcours le pays, je vois très peu de présence de l'opposition. Je vois des présences, n'est-ce pas, comment je vais dire là, symboliques, mais pas au niveau de la masse. Alors que je vois plutôt la présence du parti au pouvoir dans la masse. Comment ça se mesure, maître? Dans la masse? Non, je discute avec les gens, je parcours les campagnes, je vois comment ça se passe. Même dans mon quartier, je vois comment ça se passe. Merci, moi, je me fie beaucoup plus à ça par rapport à ces sondages-là. D'accord, merci à vous. On rappelle que l'émission est interactive, donc les uns et les autres peuvent déjà appeler pour s'inscrire et puis pouvoir faire donner leur intervention dans la deuxième partie du débat. On va continuer, toujours politique. On a assisté il n'y a pas longtemps des démissions au niveau du MPP, notamment de Nathanaël Ouedraogo, on en a parlé ici, de l'UPC, pardon, Nathanaël Ouedraogo, le Poinava, et puis un certain nombre de militants ou de cadres. Alors, aujourd'hui, on voit qu'ils ont lancé le MODEM, un peu comme en France, de François Bayrou, je crois, mouvement pour la démocratie qu'ils viennent de lancer. C'est un mouvement politique. J'estime que ce n'est pas encore un parti politique. Ketka, c'est toujours ce qu'on dit au Burkina, il vaut mieux être la tête d'une souris que la queue d'un lion. Mais enfin, finalement, il faut que ça s'arrête quand même, hein, parce que à un certain moment, je pense aussi qu'il faut qu'on soit conséquent. Mais bon, dans la réalité politique aussi, il y a on ne peut pas éviter ça, surtout dans nos jeunes démocraties en Afrique. Mais je pense que ce n'était pas très étonnant hein, quand on voyait la vague des premiers démissionnaires et par la suite celui de Nathanaël pour le Poinava. Bon, moi, ça m'a pas trop surpris. Mais je vais dire aussi qu'il faut qu'on essaye de travailler en termes d'organisation de nos partis politiques. Parce que l'UPC, quand même, c'était une force politique. C'est une force politique ou c'était une force politique? Quand je dis que c'était une force politique, ça veut dire que l'UPC d'avant 2015 n'est pas l'UPC qu'on a connu juste après les élections de 2015. Je pense qu'ils n'ont pas suffisamment travaillé en interne. La cohésion interne, la gestion des ressources humaines internes donc, au parti n'a pas été suffisamment à la hauteur des attentes. Et je pense que l'UPC aussi, je comprends un peu sa démarche républicaine, mais en politique, ce n'est pas l'église et la mosquée. Là, on parle du MODEM qui est créé, on ne parle pas de l'UPC, on parle du MODEM qui est créé. Le MODEM qui a été créé. Quels sont vient s'inscrire dans le champ politique, quel pourrait être dans le
futur ses actions, etc. Est-ce que le MODEM va peut-être pencher pour le soutien de la majorité? C'est déjà fait, je crois. C'est oui? déjà fait. Ils disent qu'ils soutiennent la candidature du président Roch Kaboré. Ah donc, je crois. Okay, donc je pense que ce que je vais dire, c'est que l'opposition burkinabé, de mon point de vue, ne fait pas suffisamment le travail. L'animation même de la vie politique n'est pas à la hauteur. Donc souvent même des enjeux même de la gestion du pouvoir, c'est-à-dire le rôle de contre-pouvoir, etc., etc. Parce que quand vous regardez un peu ce qui se passe à l'UPC, moi c'est clair et net que le MPP a fait un travail énorme pour qu'il y ait justement cette démission-là. Et il continue de le faire. Et au-delà, en interne même, vous avez vu qu'il y a des gens qui se sont écartés, qui sont partis créer le RPI. Donc je vais dire qu'en termes de stratégie... Au niveau du MPP aussi, il y en a qui sont partis créer le RPI, même s'ils ne sont pas allés à l'opposition. Oui, mais justement, ce que je vais dire simplement, c'est que ça veut dire que le MPP, quand même, comme je l'ai dit, c'est une combinaison de forces politiques avec 30 ans d'animation de l'échiquier politique. Donc, ils ont suffisamment l'expérience en termes de stratégie, en termes d'organisation et de réorganisation, qui c'est, d'ici 2025, c'est fort possible même qu'une autre organisation beaucoup plus supérieure même au MPP d'aujourd'hui se crée. D'accord. Parfait, Silga. Quand on voit, par exemple, Nathanaël qui quitte, Poinava qui quitte, sont des cadres de l'UPC qui créent une structure. Je viens de l'apprendre parce que je n'étais pas à niveau par rapport à leur trajectoire en allant au pouvoir, en allant à la majorité. Est-ce qu'il n'y a pas à s'inquiéter vraiment pour le développement de notre démocratie, que chaque jour que Dieu fait, on démissionne pour créer un petit parti, pour trouver la majorité au pouvoir, que ça se fait de cette façon? Non, moi je dépasse ces questions de démission, de création de parti, pour aller au fond. C'est-à-dire que pour moi, le problème, c'est la gestion des partis politiques. C'est ça le fond du problème. C'est-à-dire, quand on crée un parti politique, comment le fondateur du parti se comporte envers les cadres, les militants? Comment les militants se comportent envers le fondateur du parti? Alors, est-ce que le parti, c'est une organisation qui appartient à tout le monde? Bien, c'est une organisation qui appartient à quelqu'un qui peut décider qui je place sur la liste nationale et qui je place sur telle liste, ou qui je nomme député, qui je nomme ministre. C'est ça la perception. Quelle perception le militant, le cadre, le fondateur du parti a de cette organisation? Est-ce que c'est une organisation de combat? Est-ce que c'est une organisation pour récolter des prébendes? Est-ce que c'est une organisation où, à l'occasion, est-ce que c'est un comité électoral, comme dit Souman Touré? Voilà, c'est la question la plus importante. Si on arrive à répondre à cette question, on va savoir effectivement qu'est-ce qu'on va faire de ce parti. Pour le moment... Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi poser la question, oui, de la gestion de la démocratie en interne des partis, mais des convictions aussi des gens? Est-ce que les gens aussi s'engagent pour des idéaux, ou ils s'engagent pour simplement avoir des strapontins ou récolter des bénéfices quelconques? C'est de ça que je parle. Quand ça ne marche pas sur ce côté-là, on va quand je dis est-ce que c'est une organisation de combat, je réponds à la question. Parce que quand c'est une organisation de combat, vous devez savoir que vous êtes là pour des idées et tout. Mais attendez, vous regardez les partis qui sont fondés. Vous allez voir que le fondateur gère le parti avec sa poche. Mais quand un fondateur gère le parti avec sa poche, mais il ne faut pas l'empêcher de placer sa femme ou bien de placer son frère sur telle liste ou sur telle liste. Personne ne peut lui empêcher ça. Maintenant, si l'organisation, si le parti politique appartient à tout le monde, si les gens se sont retrouvés sur la base d'un certain nombre d'idées, le débat peut être sain et on va savoir dans quel sens on va aller. Oui. Le MODEM est créé, on est dans un débat, la question des idéaux, des valeurs ici. On n'est pas dans une question d'idées ou bien d'idéaux. Oui, mais quand par exemple des cadres d'un parti de l'opposition quittent et puis le lendemain qui crée un mouvement qui rejoint la majorité, ça donne l'air quand même j'ai toujours dit ici de conviction quelque part. Non, il n'y a pas de conviction dans les luttes politiques au Burkina. Non. Les gens luttent pour eux-mêmes. J'ai toujours dit ici qu'il n'y a pas d'idéologie dans les partis politiques au Burkina Faso. C'est quand il y a des idéologies qu'on se bat pour faire triompher ces idées. Voilà.
Quand il n'y a pas d'idéologie, on se bat pour des positionnements personnels et pour ses intérêts. Au sein du Parti socialiste français, il y avait une idéologie de telle sorte que chacun avait un congrès, chacun venait avec sa proposition, sa motion. Voilà. Et c'est la motion qui l'emportait, qui gagnait. Ici, dans nos partis, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas d'objectif national. C'est une question de positionnement pour la conquête du pouvoir. Donc, à partir de ce moment-là, chacun essaie de voir quelles sont ses chances. Et quand il voit que ses chances sont moindres ici ou là, il change. C'est comme des pions sur un échiquier. Voilà. Donc, si vous avez remarqué, par exemple, ils ont créé un parti, le MODEM. Mais c'est exactement le même terme que le nom du parti de François Bayrou en France. Bien sûr. Et au Niger aussi, je crois qu'il y a un MODEM. C'est-à-dire qu'il y a tellement de partis au Burkina Faso qu'on a épuisé tous les sigles possibles. Et maintenant, on parle emprunter à l'étranger. Est-ce que vous croyez qu'il y a autant de possibilités de développement du Burkina Faso? Non. C'est pour ça que c'est pour vous dire que c'est une question de positionnement personnel. Moi, j'encourage cela. Je suis contre la limitation des partis politiques. Parce que ça permet au moins à chacun d'aller jusqu'au bout de lui-même. D'accord. Mais maintenant, Alors que quand par exemple, là, est-ce que là, on ne peut pas accuser, par exemple, le parti au pouvoir de tout simplement créer des problèmes dans Monsieur notre Loukman, parti? Est-ce que ça, c'est pas... quand Blaise dans la démocratie, Compaoré était au pouvoir, gens. on accusait le CDP de débaucher les autres partis. Et actuellement, je ne sais pas si le MPP le fait ou pas, mais s'il le fait, c'est de bonne guerre. C'est à ceux qui se font débaucher, aux partis qui laissent débaucher, de se battre aussi pour conserver leurs militants. Ça fait partie du jeu de la démocratie. Donc c'est tout à fait normal que quelqu'un qui peut débaucher, il débauche. Même en matière le débat aussi avait été posé depuis longtemps où l'opposition a estimé que c'est le parti au pouvoir, notamment le CDP en son temps, qui les empêchait d'être une opposition forte. J'ai toujours été contre ce débat-là parce que les gens justifient leur faiblesse par ça. C'est un moyen de justifier sa propre faiblesse. Sinon, quand on est fort, quand on est sûr de soi, on n'a pas peur de celui qui peut débaucher. Évariste Conseil-Bon. Tout ce que nous assistons, ça et là, c'est en fait conforme à la sociologie politique de notre pays. Parce que c'est vrai, moi je rigole quand on me dit que c'est la gestion des ressources internes dans les partis qui font que les gens partent, ou qu'on me dit que c'est l'animation politique. Moi ça me fait rigoler parce que les gens s'engagent parce qu'ils veulent des postes. Et quand on me dit le travail, par exemple, le MPP travaille, quelle est la nature du travail que le MPP fait pour débaucher les autres? Peut-être que les autres n'ont pas les mêmes moyens. Si les autres avaient les moyens, ils feraient le même travail. Donc, tout ça, mais en fait, concernant, donc, puisque nous parlons donc, du MODEM, j'avais bien dit, quand on entend d'abord les démissions, ça concernait tout le monde. Mais j'ai dit ici que quand on est dans le parti au pouvoir, c'est-à-dire on est à la table à manger, on ne crache pas dans la soupe, sinon on vous met dehors. Voilà pourquoi il y a moins de démissions au niveau du MPP. En revanche, quand ils sont partis, tout le monde n'est pas parti de l'UPC. Il y a par exemple le député Zerbo, donc, qui est resté, je pense. Il y a quelques-uns quand même qui sont restés. Mais quand ils sont partis, concernant les deux, eux-mêmes ils l'ont dit. Moi j'ai suivi un peu l'interview de Nathanaël, il était honnête. Il dit qu'il a des ambitions. Bon, maintenant, peut-être qu'il n'arrivait pas à exprimer ses ambitions. Mais maintenant, en fait, bon, on s'est tu, mais on savait très bien que quelle que soit la profondeur de la nuit, le jour finirait par venir. Nous sommes à l'échéance des élections. Pour gagner des récompenses, il faut soutenir maintenant. Si vous ne soutenez pas maintenant, après vous n'aurez rien. Donc voilà. Merci à vous. On va terminer pour ce qui concerne le sujet plan national avec l'insurrection. L'ancis de l'insurrection populaire, on a remarqué que plus on avance dans le temps, moins on fait encore beaucoup de bruit autour de l'insurrection. Il y a par exemple que les organisations de masse comme le comité d'approfondissement de l'insurrection populaire, par exemple, qui a tenu. Mais aujourd'hui, au niveau des partis, les grands partis, je dis MPP, UPC, contrairement à l'an 2016-2017 où il y a eu des commémorations, où le gouvernement a été impliqué, maintenant, ça se limite à des dépôts de gerbes de fleurs, etc. Et puis, alors, qu'est-ce que ça voudrait dire au fond, Parfait Silga? Est-ce qu'aujourd'hui, on a peur de regarder en face l'insurrection? Je ne sais pas comment répondre à votre question, franchement, mais je dirais tout simplement que j'ai lu juste avant de venir à cette émission le message des évêques du Burkina Faso qui évoquait effectivement le sacrifice, en rendant hommage aux victimes, qui évoquaient le sacrifice de ces personnes
qui sont soit tombés au champ d'honneur ou bien qui ont perdu la vie dans ces manifestations, en disant que les dirigeants du Burkina Faso, c'est-à-dire en parlant de ceux qui vont être élus, doivent toujours se rappeler que des gens ont versé leur sang pour que la démocratie, pour que le Burkina Faso puisse atteindre un certain niveau. Donc, je crois que en partant du message des évêques, on peut dire effectivement que toutes les organisations politiques, tous les partis politiques, le peuple dans son ensemble doit effectivement se rappeler qu'il y a eu un événement important, historique en 2014 et que des gens ont perdu la vie. Il ne faut pas qu'on arrive à une situation où on a presque oublié que les gens se sont sacrifiés pour qu'on arrive à ça. Donc, pour moi, d'abord les organisations politiques, ensuite les dirigeants eux-mêmes, les dirigeants qui sont issus des élections doivent toujours se rappeler que les gens à un moment donné se sont sacrifiés en 2014. D'accord. Évariste Consebo? Non, je ne sais pas. Ce que vous dites ici, ce sentiment-là, je l'ai vécu il y a longtemps, juste au lendemain de l'insurrection. Moi, je fais mon deuil depuis. Seulement, nous sommes en train de discuter, par exemple, de nomadisme. Pour moi, la cause, c'est quoi? C'est l'absence, en fait, d'opposition véritable qui a consolidé les longs règnes, a permis à un clan de rester et s'accaparer les ressources du pays pendant 27 ans. Et avec tout ce que nous avons vu comme corollaire, qui ont créé les conditions, les terreaux même de la révolte. Maintenant, avec le recul, est-ce que nous avons changé? Est-ce que nous avons amélioré? Est-ce que si nous continuons comme ça d'ici 15-10 ans, nous n'allons pas recréer les mêmes conditions? C'est ça. Maintenant, quand on remarque un peu, les critiques vont à l'encontre du MPP, notamment ceux qui gouvernent aujourd'hui, comme ayant trahi les acquis ou ayant trahi l'aspiration du MPP. Je note par exemple cette déclaration de l'ancien président de la transition, donc Michel Kafando, qui a dit « Gouverner le Burkina Faso n'est plus une question de boulimie du pouvoir pour ses ors et ses lustres. Gouverner le Burkina est une mission sacrée équivalente au sacrifice de soi. Dans ce vaste mouvement des peuples vers plus de démocratie et de justice, tout dirigeant qui s'abuserait de s'exclure de cette logique en paierait inexorablement le prix. » Malheureusement, ça n'est pas le cas. Maintenant, je disais, moi, je analyse en termes de gains et de pertes. Et quand on regarde la perte, nous avons perdu quasiment un tiers de notre territoire dans au moins 5 régions. Nous avons perdu notre place diplomatique au niveau sous-régional. Et sur le plan économique, je ne sais pas si vous regardez les statistiques, au niveau de l'UEMOA, nous sommes 7e sur 8e. Nous sommes revenus à notre niveau de 90. Donc, on peut se demander, est-ce que ça a apporté plus ou... Bien sûr, on va me dire oui, mais maintenant, la question, en fait, de l'alternance ou de la limitation des mandats ne se pose plus. OK, parce que quand on regarde aussi, peut-être qu'il y a le prix à payer, il y a un prix. Parce que quand on regarde des pays comme la Guinée, la Côte d'Ivoire, les crises actuellement, c'est quoi? C'est lié à cette question. Peut-être que chez nous, nous avons douloureusement donc réglé ce problème. Maintenant, il faut avancer. D'accord. Voilà. Kedgar, sur cette question, en tout cas, le camp de l'insurrection, où les insurgés sont partagés, il y en a qui estiment que l'aspiration, ou soit les idéaux ont été trahis tout simplement par ceux qui gouvernent aujourd'hui, qui sont leurs camarades insurgés. Donc ça, c'est une question fondamentale aujourd'hui qui se pose. Oui, mais bon, est-ce que c'était étonnant? Parce que tout se jouait au plan politique. Il faut regarder aussi les acteurs de l'insurrection populaire, les acteurs de la transition. Et cette phrase du président Michel Kafando que vous avez lue tout à l'heure, c'était à une époque donnée. Et on sait aujourd'hui, juste après les élections de 2015, regardez en fait les tenants des acquis de l'insurrection populaire. Les grosses figures sont où aujourd'hui? Beaucoup ont rejoint plutôt le parti au pouvoir. Donc, on ne peut pas être en train de, comme le grand frère l'a dit, en train de manger dans la soupe et puis on crache en même temps dedans. Donc, il y a ce paramètre-là. Le deuxième paramètre, c'est que quand vous regardez aussi les vrais acteurs, pour ne pas dire les grands acteurs, donc des organisations de défense de ces acquis-là, beaucoup ont fait un virement en politique. Et donc, ça complique encore leur rôle de jouer correctement. Quand vous prenez au niveau de la coalition d'Itanier, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui ont rejoint l'APP Burkindi. Il y a
au niveau du balai citoyen. La PP Burkindi, c'est un parti politique. Oui, ce que je vais dire, je connais des acteurs de l'insurrection. De l'insurrection, David Moyenga, par exemple. Voilà, par exemple, vous prenez David Moyenga. Mais ce n'est pas un parti au pouvoir. Non, ce que je vais dire, c'est que les acteurs, les acteurs clés, pour ne pas dire, les leaders donc, qui devaient défendre donc, ces acquis-là, même au niveau du balai. Qu'est-ce qui les empêche de défendre quand ils sont au pouvoir? Au contraire, le pouvoir, c'est l'instrument maintenant qu'on a pour mettre en œuvre les idées, les aspirations. Non, mais on vous Pourquoi, parle, une fois au pouvoir, on ne le met pas? Parce qu'il y a une trahison quelque part. On vous parle de collégialité. On vous parle de... En ce moment, on n'a pas, comme l'a dit quelqu'un, le chien du riche et le chien du pauvre n'ont pas les mêmes façons d'aboyer. D'accord. Maître? Oui. Est-ce qu'il y a une sorte de désillusion ou de désenchantement? Pas du ou est-ce tout. qu'il y a une crise entre les insurgés et les porteurs de cette insurrection? C'est le temps. C'est le temps qui fait son travail. Vous savez, en 1950, lors de la lutte du RDA pour l'indépendance, les femmes de Grand Bassam ont été massacrées. On n'en parle plus. C'est le temps qui fait ça. En 1947, la première révolte anticoloniale s'est passée à Madagascar. Il y a eu beaucoup de morts. Même à Madagascar, on n'en parle plus. C'est le temps qui fait ça. En 1966, il y a eu le soulèvement populaire ici. Maintenant, c'est quoi? C'est au niveau épisodique, simplement, maintenant. C'est le temps qui fait son travail. Sinon, par exemple, pour revenir à l'insurrection, il faut reconnaître que le problème de l'insurrection a été résolu avec l'élection de 2015, où les gens ont préféré reconduire ceux qui sont actuellement au pouvoir. Voilà. Donc, résolu, c'est-à-dire? C'est-à-dire que la contradiction a été dépassée par l'élection de Roch-Marc Christian Kaboré. Oui, mais maintenant, les acteurs s'en plaignent. Ils estiment que le pouvoir, depuis 2015, n'est pas sur le chemin tracé par la transition. Non, mais ça, on le savait. Les aspirations ne sont pas... Non, ça, on le savait depuis l'élection de Roch-Marc Christian Kaboré. Et c'est ce que j'ai toujours dit ici. Ici, on ne se bat pas sur le plan politique, n'est-ce pas, pour des idées ou pour des convictions. Mais c'est pour l'argent. Les MPP avaient l'argent, les MPP a réussi à faire élire son candidat, et puis c'est tout. Eux, s'ils avaient l'argent, ils auraient pu réussir à faire élire leur candidat aussi. J'ai toujours dit ici que, depuis 2011, j'ai fait une interview, j'ai dit ici, en politique, ce n'est pas les programmes qui comptent. Il y en a qui perdent leur temps pour dire le programme. Mais si c'est le cas... En politique, ce qui compte, c'est l'argent. Est-ce qu'on va donc dire que l'insurrection, ça a été un gâchis? Alors, si non. Après l'insurrection, le pouvoir politique qui vient n'arrive pas à donc mettre en place pas un gâchis. Ce qui peut satisfaire... On a soulevé le problème de la limitation des mandats présidentiels ici. Déjà, ça, c'était un acquis. Ça a été un acquis. Et rien que ça. Et ensuite, on a fait partie de Blaise. Ça aussi, c'était un acquis. Le respect est parti. Ça, c'était un acquis. Si le respect existait là, Roch n'aurait pas pu gouverner comme il le fait. Mais à côté aussi, le respect étant parti, on lit ça aussi à l'insécurité que le Burkina... Non, le respect n'aurait pas pu résoudre ce problème d'insécurité. S'il vous plaît. Le respect n'aurait pas pu résoudre ce problème d'insécurité. Non. Donc, il y a eu beaucoup de... Même au niveau de la presse. Beaucoup de personnes, et oui, ça, je peux le dire, ce sont des débats qui se mènent, et ce sont des débats, c'est des avis qui comptent. Voilà, moi, on estime que le démantèlement du RSP a contribué à aggraver la situation. Non, moi, je dis non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas... Oui, ça c'est une opinion. C'est une opinion. Et moi, mon opinion est que c'est faux. Parce que même si les respects existaient, ils n'auraient pas pu résoudre ce problème-là. Voilà. Ensuite, l'insurrection. Vous, en tant que journaliste, l'insurrection a eu des acquis pour les journalistes. Le code des journalistes. Et la révision du Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats en ont... Mais quand on regarde ici, quand on regarde la lecture, bon, je ne vais pas tout lire, mais quand on regarde la lecture que le président Kafando fait, il revient sur le pacte de la justice, comme acquis, comme un acquis, mais il estime que tous ces instruments qui ont été mis en place par la transition ne sont pas aujourd'hui mis en œuvre dans la gouvernance. Oui, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, puisque ceux qui ont été élus n'étaient pas là pour appliquer cela. D'accord. Ils ont été élus parce qu'ils avaient l'argent, et non pas parce qu'ils avaient la conviction de l'insurrection. Le président lui-même, on peut lui demander si ces principes-là ont été appliqués sous la transition. On a vu quand même beaucoup Merci. Ils n'étaient pas là pour appliquer, ils étaient là pour élaborer et mettre en place. Merci à vous. On va terminer avec la Côte d'Ivoire. En même temps, j'ai aussi la liste des appelants, mais on parlera rapidement de la Côte d'Ivoire. C'est une situation qu'on connaît. On a vu l'opposition a réagi hier dans l'après-midi. On a vu Madame Simone Babou dans la nuit qui a fait une vidéo où il estimait qu'ils ne reconnaissent pas l'élection de M. Ouattara. Il y a certains médias internationaux qui parlent déjà de 10% taux de participation.
Ce qu'on suit, on a remarqué qu'il y a beaucoup de saccages, d'incendies des bureaux de vote et du matériel électoral. Donc c'est une élection qui s'est faite vraiment dans une situation assez critique. Alors l'opposition, semble-t-il, s'apprêterait, en tout cas de ce que dit Simone Gbagbo, l'opposition ne reconnaît pas, il va mettre un pouvoir de transition en place. Qu'est-ce que vous pensez, maître? La leçon qu'il faut retenir de cette élection est que les États africains devraient en profiter pour insérer dans leur constitution un taux minimal de participation pour la validation des élections. Ça n'existe pas. Si ça existait, on aurait pu apprécier ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. En Italie, ça existe. En Italie, ça existe. Et on a déjà invalidé des élections parce que le taux minimal n'a pas été atteint. Voilà. Il y a beaucoup de pays où ça existe. C'est-à-dire, en cas d'élection, si on n'atteint pas le taux minimal fixé, l'élection n'est pas valide et il faut le faire. D'accord. Voilà, donc je pense qu'on doit profiter de cette saisir cette opportunité-là pour insérer dans nos constitutions un taux minimal pour la validité des élections. Voilà. Et donc, mais ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que les gens parlent comme si Alassane n'avait pas de partisans. Alassane aussi a des partisans. Le problème consiste à savoir maintenant quel est celui qui a le plus de partisans actuellement en Côte d'Ivoire. Parce que l'opposition avait dit même qu'il n'y aurait pas d'élection le 31 décembre. Il y a eu des élections. Mais j'estime que 10% c'est faible, que ça, c'est pas une élection. Oui, mais ça, c'est une estimation. C'est pas sûr que jusqu'à c'est là, 10%. c'est ce qui est. J'ai dit des médias, Voilà, je n'ai pas dit que la CENI a dit, maintenant, ce n'est pas des institutions. Il faut voir maintenant quel est pas des le institutions taux. légales, ce sont des médias. Il faut voir maintenant quel est le taux réel de participation. C'est pour ça que j'ai proposé qu'on insère dans nos constitutions un taux minimal de participation. En Italie, je crois que c'est 40%, si je ne me trompe pas, un taux minimal de participation pour la validité des élections. Et donc, ce qu'il faut retenir est que Alassane aussi a ses partisans. Et donc, quand l'opposition parle par rapport à elle et à ses partisans, sans tenir compte des partisans d'Alassane Ouattara. D'accord. C'est ça le vrai problème. Évariste Konsebo, est-ce qu'on est en train de rentrer là dans une crise post-électorale en Côte d'Ivoire? Est-ce que l'opposition qui estime qu'elle va mettre en place un gouvernement de transition, est-ce qu'on va se retrouver pratiquement dans la même configuration qu'en 2010, avec deux gouvernements parallèles dans un pays, dont un certainement légal ou contesté et un autre mis sur place? Moi, je ne suis pas du même avis que Maître par rapport à la saisie donc, des institutions pour imposer le taux minimal, comme il le dit. Parce que si vous imposez un taux, ça veut dire que vous allez rendre obligatoire le vote, je suppose. Parce que il y a toutes autres problématiques qui viennent derrière. Je sais qu'en Belgique, tout ça existe, mais c'est obligatoire. Et quand vous ne votez pas, on vous taxe et vous êtes lourdement pénalisé. Donc il y a d'autres problématiques derrière. Maintenant, c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, nous nous acheminons certainement vers... la crise ne va pas... Les élections ne vont pas régler les problèmes, ne va pas ramener la paix. De toute façon, on le pressentait. Maintenant, c'est la force de l'opposition. Comme on l'a expliqué ici, la configuration en fait politique de la Côte d'Ivoire, là, c'est la carte électorale coïncide avec la carte ethnique. Ça, c'est clair. Et maintenant, quand on veut faire une analyse, la géopolitique, politiquement, vous regardez qu'on se retrouve avec une configuration qui est quand même importante face à une autre. Carrément, le pays est divisé carrément. Il y a deux blocs qui vont se retrouver face à face. Et ça, nous allons rentrer, ça va empirer les choses. Ces élections ne vont rien du tout résoudre. Parfait, Silka. On va se retrouver dans la situation de 2010, malheureusement. Sauf que, quand on va regarder, quand on va apprécier le rapport de force, bon, on va constater, en 2010, le rapport de force était en faveur de Alassane Ouattara. Qui avait la rébellion qui l'appuyait. Qui avait toute la communauté internationale derrière lui. Et voilà, et donc c'est pourquoi on est arrivé à déloger Gbagbo. Voilà. Maintenant, cette année, en 2020, c'est-à-dire que l'opposition ne va pas reconnaître la victoire de Addo, parce que c'est vers ça qu'on tend, évidemment. Donc l'opposition ne va pas reconnaître la victoire de Addo, mais de quel rapport de force l'opposition dispose pour contraindre Addo à faire des concessions? Mais ça, c'est la principale... Mais on a vu par exemple que les Nations Unies ont suspendu leurs activités jusqu'au 15 novembre. Est-ce que ça déjà, l'ONU par exemple, qui joue un rôle important en Côte d'Ivoire, est-ce que ça déjà, ce n'était pas un mauvais signe pour l'international? Oui, mais un mauvais signe. Mais rappelez-vous ce qui s'est passé en 2010. En 2010, mais ce sont les forces internationales qui ont aidé Addo
à déloger Mais Gbagbo. est-ce qu'aujourd'hui, Est-ce que vous pouvez imaginer... Est-ce qu'aujourd'hui, Ado a les mêmes, je vais dire, les mêmes relations avec la communauté internationale? En 2010, la communauté internationale a dit clairement qu'elle se mettait du côté de Ado, et c'est pourquoi ils ont délogé Gbagbo. Est-ce qu'en 2020, vous pensez qu'ils ont dit clairement? Là, vous n'avez même pas entendu même le son de cloche de la France ou des autres pays. Les gens se sont tus sur le 3e mandat de Ado. C'est tout dire. C'est pour vous dire, tout sera question de rapport de force. D'accord. On va prendre notre premier téléspectateur avant d'en venir avec Kedga. Le monsieur Koulibaly appelle de Ouagadougou sur le sondage Apidon. Monsieur Koulibaly. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Allez-y pour votre intervention. Ok. Donc, moi, j'intervenais pour rappeler par rapport au sondage que faut pas que les gens oublient que la majorité aussi des électeurs MPP du 2015, qui sont notamment les insurgés, sont presque tous déçus de la gouvernance actuelle du MPP, sinon même regrettent leur vote. Donc ça va beaucoup peser dans les statistiques et pour que le coup KO même ne soit pas une réalité. Et moi, je souhaite vraiment que le privilège de cette proclamation soit laissé vraiment à la CENI ou au Conseil constitutionnel. Sinon, vraiment, autant dire aux gens que le coup KO n'est pas possible peut les amener à penser qu'il y a eu fraude si ça a été. Autant aussi dire aux gens que le coup KO est possible. Et si jamais il n'y a pas eu coup KO, ce n'est pas aussi conditionner les gens vraiment à se rentrer dedans. Alors que tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de dessus derrière le candidat sortant. Et également tous les Judas de l'UPC, les gens ont compris maintenant qu'en réalité c'est des valets infiltrés du MPP. Donc ça aura un impact obligatoirement sur les résultats et que le coup KO n'est même pas possible du tout. Donc mathématiquement, comme sociologiquement et même objectivement, actuellement je ne pense pas qu'un quelconque calcul présage en tout cas la possibilité d'un coup KO. Donc, merci monsieur Koulibaly. Merci pour votre intervention. Je peux intervenir sur la Côte d'Ivoire. Oui, sur la Côte d'Ivoire. C'est une proposition. Je pense que je n'arrive pas à comprendre pourquoi les institutions sous-régionales n'arrivent pas à capitaliser et à trouver des solutions définitives. Par exemple, sur la question des 3e mandats, l'OUA ou la CEDEAO devait donner une opinion. Je parle au niveau au moins une opinion judiciaire claire et ferme sur cette histoire de 3e mandat et qui expose les pays et qui endeuille des populations entières. Kedga avait la parole. Pour la Côte d'Ivoire, Kedga, d'abord. Lui n'avait pas pris la parole. On va laisser Kedga. Je pense que oui, mais ils n'ont pas la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire aussi traduit aussi l'histoire aussi de cette Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire qui, sur le plan économique, quand même, est assez représentative donc, de notre espace UOMOA. Car on parle de 40%. Mais au-delà, il faut savoir que la situation politique ivoirienne aussi navigue, ou du moins s'entrelace entre les intérêts économiques de certains lobbies français, mais également juifs, mais également les intérêts économiques français. Ça, il faut le reconnaître. Le port d'Abidjan, prenez Sitaraï, Camraï, etc., etc. Vous verrez que les opérateurs économiques français ont une emprise même sur... oui, mais ça, c'est un peu partout dans la sous-région. Oui, mais le précaré français, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, les grandes pires français sont là. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, il y a eu une situation d'immixtion. Maintenant, pour ce qui est de ce qui s'est passé en termes de vote, moi je pense qu'Alassane s'est discrédité sur le plan international. Sur le plan international, si on l'a soutenu dans le passé... Mais lui-même, il dit qu'il a préféré laisser donc, tomber son aura, qu'il va abîmer, au profit du sacrifice qu'il fait pour son pays. Non, il ne s'occupe plus de cette... Oui, ça c'est la personnalité d'Alassane. Alassane s'est toujours joué, il s'est toujours comporté en agneau, même en victime.
même si c'est lui-même qui derrière tire les ficelles. Rappelez-vous... Très rapidement, on va prendre le deuxième. Voilà, donc je vais dire que c'est consécutif à la personne d'Alassane. Alassane, il est comme ça, il se joue les victimes, mais en réalité, ce n'est pas... En réalité, la réalité sur le terrain, c'est quoi? C'est que l'opposition politique est arrivée à battre Alassane sur le plan international. Donc, ça veut dire que lui-même s'est discrédité d'abord en annonçant qu'il ne sera pas candidat et en revenant juste après la mort de Gom pour dire qu'il sera candidat. D'accord, et ça aussi, c'est expliqué là-dessus. Hein. Bon, on va prendre le deuxième téléspectateur, M. Franck Sia, qui appelle de Ouagadougou, toujours sur le sondage Apidon. Oui, bonjour Lukman. Bonjour M. Sia. Bonjour à tous les invités. Alors, moi, je voudrais intervenir sur le sondage là. D'accord. Bon, mais permettez-moi de revenir un peu en arrière en 2015, parce que les gens se tablent sur ça pour dire qu'il y a une impossibilité d'une victoire au premier tour, parce qu'ils disent que le CDP n'aura pas un candidat en 2015. Moi, je voudrais tout simplement dire qu'en 2015, c'est vrai que le CDP n'a pas eu un candidat pour les représenter, pour représenter le parti. Mais nous avons toujours des affiches de 2015 avec nous ici. Tout le monde sait que le CDP n'a pas adhéré. Autres ont soutenu ZEP 2015 en 2015. Ça veut dire quoi? Tous les militants ont voté bien et bien Zéphirin, parce que pour eux, le MPP qui venait de naître était véritablement un parti à abattre. C'était les Judas, comme quelqu'un l'a dit. Il fallait les sanctionner, parce que c'est grâce à eux. Peut-être que l'insurrection a eu lieu, il fallait les sanctionner au GIRM. Donc, dire aujourd'hui, moi je pense que c'est ce soutien qui a permis à Zéphirin, effectivement, d'avoir ce score-là de plus de 27%. Ni c'était le soutien de CDP, c'est pas évident. Donc aujourd'hui, c'est dire que parce qu'il n'a pas un candidat, et donc véritablement, cette fois-ci, le CDP est présent, donc peut-être que... Mais moi je pense que si le CDP est présent aujourd'hui, c'est peut-être les voix que l'UPC a eues en 2015 qui peut être divisées par deux. Parce que c'est les mêmes militants qui l'ont voté. Merci. Maintenant, sur le sondage en tant que tel, dire qu'on ne peut pas avoir un coup KO, moi je pense que c'est vraiment pas bon comme communication à donner aujourd'hui. D'autant plus que nous, ce que nous voulons, c'est la cohésion sociale au sortir de ces élections au présidentiel. Monsieur Sia, S'il vous plaît, laissez-moi... oui, mais on discute, on échange. En même temps, quand vous dites que de ne pas dire qu'il ne peut pas avoir un coup KO, mais et ceux qui disent qu'il y a un coup KO, est-ce que donc il faut peut-être arrêter de parler de coup KO? C'est parce que moi, on va pas laisser aller jusqu'au bout. D'accord, allez-y. Voilà, ce que moi je vais dire que tout simplement les deux sont une possibilité. On peut avoir un coup KO, comme on peut ne pas avoir un coup KO. Les deux restent une possibilité. Mais dire qu'une de ces possibilités n'est pas possible là, c'est de ça que je parle. D'abord, quand vous prenez même le sondage là, je crois, sauf si je me trompe, je crois qu'il y a un nombre important des indécis à quelque part. Ces indécis-là peuvent non seulement faire basculer les choses pour un coup KO, ou du moins ça peut basculer les choses pour un second tour. Il y a également l'assiette, parce que c'est sur un nombre donné qu'on a sondé. Plus le nombre augmente, c'est possible que ça baisse ou ça monte. Donc ça prouve réellement que c'est possible qu'on ait un coup KO, que ça soit pour l'opposition, que ça soit pour la majorité, et qu'il y ait également un coup KO, qu'il y ait également un second tour pour les acteurs. D'accord. Donc je pense que les deux sont possibles, mais dire qu'un n'est pas possible là, moi je trouve que c'est pas bon. Merci M. Sia. Juste peut-être qu'il faut concéder aux analystes de fonder leur opinion, de faire des commentaires sur ce qu'ils pensent être des probabilités ou des choses. Ce n'est pas des pronostics qu'ils font, ce n'est pas des résultats qu'ils donnent. Mais ce sont des analyses. Et ça, il faut peut-être leur concéder cette liberté de le faire. Si je comprends bien, M. Sia veut nous embastiller, il veut nous empêcher de faire des analyses. Ceci étant, bon, c'est vrai, mais je vais quand même relever, peut-être qu'à moins qu'il soit dans les secrets de Dieu, moi je ne me rappelle pas avoir entendu des appels à voter pour l'UPC venant de la part du CDP, de la NAFA, de la RDA. Peut-être que lui, il a entendu des appels. En 2015, il n'y a pas... Officiellement, en tout cas, moi, peut-être que je me trompe. Hein. Pourtant, j'étais au pays. Maintenant, c'est vrai qu'il ignore, et ça, peut-être, c'est une leçon politique, il ignore que si appel à vote ou bien report de vote devait avoir lieu, politiquement, le CDP est très proche
du MPP par rapport à l'UPC. C'est ça qu'il ignore. Et je suis vraiment étonné que quelqu'un de sa pointure n'ait pas vu ça. Mais on a vraiment une seule minute, là, donc vous avez fait 15 secondes ici. C'était juste pour donner une précision. D'accord. Quand Conseil dit qu'il s'étonne que l'Union africaine, la CEDEAO, sur ne la prenne Côte pas d'Ivoire. position sur la Côte d'Ivoire, je me suis déjà prononcé sur ce point ici. J'ai dit que l'Union africaine, la CEDEAO, l'UEMOA, c'est la France et l'Union européenne. Donc, ce sont les bailleurs de fonds. Est-ce que vous avez déjà entendu l'Union africaine, la CEDEAO, se prononcer contre, contre la France ou bien contre le point de vue de l'Union européenne? C'est tout à fait logique. Deuxièmement, quand on parle de précarité, il faut relativiser les choses. C'est vrai que la Côte d'Ivoire est un élément important pour la France en Afrique de l'Ouest, mais pas dans le monde. La France a beaucoup plus d'intérêt en Colombie. La France a beaucoup plus d'intérêt en Iran. La France a beaucoup plus d'intérêt au Nigeria et en Angola. La France a beaucoup plus d'intérêt en Afrique du Sud. Donc, il ne faut pas croire que ces intérêts-là sont si importants que ça. Il faut relativiser. En Afrique francophone, oui, mais dans le monde, la France a des régions où elle a plus d'intérêt que je voulais juste relever un point. Parfait, en une seconde. Par rapport à l'élection de 2015, moi je crois qu'en 2015, même s'il n'y a pas eu d'appel au vote de l'UPC, les militants du CDP ont forcément voté. D'accord. Donc merci. ils n'ont pas voté alors. Moi, je sais pas J'ai dit qu'il n'y a pas eu d'appel au vote. Merci à vous. Je voulais simplement donner aussi des chiffres concernant d'autres candidats qui sont sur dans ce sondage-là. Mais Gilbert Ouedraogo, Noël Ouedraogo est crédité d'1%, Ambroise Farama crédité de 2%, Ablassé Ouedraogo crédité de 3%, Taïrou Bari crédité de 1,68%, y compris les 4 autres que nous avons cités. En tout cas, merci à vous qui nous avez suivis. On est terme de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis. J'étais donc avec Parfait Silga. Parfait Silga est journaliste et analyste. Merci Parfait d'être passé. Maître Kelem Apollinaire de Tambela, il est avocat inscrit au barreau. Il est également président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Merci Maître d'être passé. Et puis Blaise Kietga, il est donc journaliste sociologue, journaliste et ancien directeur de la télévision TVZ. Merci d'être passé. Et puis enfin, Évariste Foncé Concebo, chroniqueur média, président du SEC de Veille, qui est une association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole du Forum alternatif des citoyens. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.